Je m'appelle Mathilde, j'ai bientôt 31 ans. Je suis artisan et j'ai trois enfants. J'ai mon fils Owen qui est né par césarienne et ses deux sœurs qui sont nées librement. Quand j'étais enceinte de mon fils, c'est devenu très très rapide pour moi l'idée de la naissance à la maison. J'ai cherché des sages-femmes à domicile, j'ai vraiment cherché à être accompagnée. Malheureusement, je ne sais pas exactement pourquoi les sages-femmes ne l'ont pas senti, donc elles m'ont dit non. La famille de mon conjoint est assez médicale. Donc, ils ont pas trop interféré avec mes envies et tout. J'avais dit que je voulais une naissance à la maison et tout. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais j'ai fait l'erreur en fait de leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je devrais faire? Alors forcément, ma belle-mère m'a dit que elle pense qu'il vaudrait mieux, surtout pour un premier bébé, aller à l'hôpital. Et mon conjoint, lui, n'était pas. C'était le premier bébé. C'était pas encore tout à fait un homme, dans le sens où je trouve qu'un enfant nous fait grandir et c'est là que les hommes se révèlent en général. Donc à ce moment-là, mon conjoint n'était pas du tout axé en j'ai confiance en moi, je saurais gérer tout ça. Donc il m'a dit non, non, moi je serais plus à l'aise aussi si on allait à l'hôpital. Bon. Et donc, sur cette naissance, je ne me suis absolument pas écoutée et j'ai écouté tout ce qui se disait autour de moi. À partir de là, on est parti à l'hôpital. Et il y a quelque chose que je disais durant pratiquement toute ma grossesse, et je pense que ça a un petit peu conditionné la chose, c'est que j'avais expliqué à mon conjoint que si jamais j'allais en hôpital, j'allais finir en césarienne. Sachant que moi, j'étais un bébé né par césarienne, je me disais, ça va forcément se reproduire. Et mon bébé va naître par césarienne, c'est obligé. Et en fait, quand on a passé les portes de l'hôpital, le travail a... Alors, je dirais pas qu'il s'est stoppé parce que j'avais quand même des contractions et tout, mais ça n'a plus du tout avancé et c'était devenu extrêmement douloureux. C'était, au-delà de la douleur, c'était une souffrance. Clairement, je souffrais même entre les contractions. Et je suis rentrée à l'hôpital à 5h30 du matin. Et ils sont venus me voir autour de 21h le soir pour me dire, bon, je pense que ça suffit. Bon, il n'y a pas de risque ni quoi que ce soit, mais je pense qu'il serait bien qu'on aille faire une césarienne. Sachant que en rentrant, donc j'ai attendu peut-être 5 heures avant de finir par craquer et demander la péridurale. À partir du moment où j'avais accepté la péridurale, j'avais accepté tout ce qui allait suivre derrière. Et donc, c'était juste la continuité de ce que j'avais prédit, entre guillemets, de ce que je m'étais mis en tout cas dans la tête. Et du coup, bon, ben, mon fils est né par césarienne autour de 22h30, je crois. Donc, c'est en suivi, là, une hospitalisation. J'ai essayé de sortir 24 heures après ma césarienne. Je suis passée pour une folle. Concrètement, je suis passée pour une folle. Ils ont essayé vraiment de m'impressionner, de me menacer, de dire que mon bébé allait mourir, des choses comme ça, alors que mon bébé allait parfaitement bien. Et voyant que moi, j'en débordais pas, ils se sont tournés vers le papa pour dire, mais vous vous rendez compte, une césarienne, si jamais la plaie se rouvre et tout, est-ce que vous savez ce que ça implique et tout ça? Mais il n'y avait aucune raison pour que ce soit le cas. Donc moi, j'avais organisé mes soins à domicile. En plus, on n'était pas parti la fleur au fusil en se disant, allez, c'est bon, on verra ce qui arrivera. Et donc, ils ont refusé. Ils m'ont demandé de rester 12 heures supplémentaires. Mais je trouve que cette information est utile à savoir, c'est que même avec une césarienne, si on fait un petit peu chier, normalement, on peut partir rapidement. Euh, je dis pas que c'est forcément safe si on n'a pas l'accompagnement derrière qui va avec. Voilà. Et en fait, en discutant avec le papa plus tard, notamment au niveau de ma deuxième grossesse, j'ai réalisé en fait à quel point il s'était senti très inutile, très mis de côté. Euh, et moi, je ne voulais plus jamais revivre ça. De toute façon, c'était hors de question pour moi. Donc, on a décidé d'un commun accord cette fois-ci d'une naissance à la maison. Le problème, c'est que si la femme enceinte est une matrice, la femme enceinte qui a eu une césarienne n'est plus qu'un utérus cicatriciel. Et cette ligne rouge fait il y a que très peu de personnes qui acceptent de suivre un utérus cicatriciel, surtout à domicile. Donc, impossible pour moi de trouver de sage-femme à domicile. Mais je sentais et j'avais très très peur de ce conditionnement parce que
plus tard, j'ai compris que cette idée que si je rentre en hôpital, je vais forcément avoir une césarienne, c'était un conditionnement que je m'étais fait. J'avais très très peur de ce conditionnement à nouveau, j'avais très peur de reproduire les mêmes choses et au-delà de ça, d'en mourir. Donc je disais à mon conjoint, je ne veux pas aller à l'hôpital, je vais mourir. Donc il y avait vraiment cette notion où c'était hors de question pour moi. Lui, c'était hors de question parce qu'il voulait se sentir au moins un soutien, pas exclu de la naissance comme il avait pu l'être là. Et cette fois-ci, écouter un petit peu mes besoins en tant que future maman. Euh, on a eu un suivi de sage-femme libérale tout à fait correct. Au début, alors j'ai été très honnête avec elle. Je sais pas exactement si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Dans le sens où il y en a qui en profitent et qui peuvent vraiment mettre un suivi à mal si on est un petit peu trop honnête. Mais dans mon cas, j'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit que je préparais une naissance à la maison. Et petit à petit, en fait, on la voyait tous les mois. Et petit à petit, au fil des séances, je m'apercevais que il y avait le côté légal. D'un aspect légal, elle était obligée de me dire les risques, même si les risques étaient grossis par rapport à la réalité. Et plus on arrivait vers la fin de grossesse, et plus je réalisais qu'elle avait peur, plus peur que moi. C'est-à-dire qu'à la fin, les rôles étaient inversés, et c'est moi qui la renseignais et qui lui disais quels étaient les risques, quels étaient les avantages, et comment ça allait se passer, et tout allait bien se passer. C'était assez rigolo à voir parce que vraiment, elle exposait des inquiétudes qui n'étaient pas les miennes et j'ai vraiment réussi à... Oui, oui, non, mais alors effectivement, ça peut arriver, mais voilà, j'ai pu recentrer les choses et vraiment me dissocier de la peur des autres. J'ai continué donc ma grossesse comme ça. J'étais censée... alors, ma période prévue d'accouchement, enfin la date, parce qu'eux, ils mettent quand même une date, c'était le 30 août 2019. Et j'avais dit à mon conjoint, je vais je vais attendre 5 6 jours avant d'aller faire une écho de contrôle parce que j'ai pas trop envie de. Et on est arrivé au 5 septembre. Non, pas au 5 septembre, c'était au 4 septembre. On est arrivé au 4 septembre et il n'y avait toujours pas de début de travail ou quoi que ce soit et tout. Et je me suis mise à m'inquiéter, mais je me suis pas mise à m'inquiéter de la naissance de mon enfant qui tardait. Je me suis inquiétée de la visite de contrôle de l'hôpital et de ce qu'ils allaient pouvoir me menacer et essayer de me garder. Et à partir de là, je me suis miné le moral à un point pas possible, euh, tel que mon conjoint a fini par me dire, mais on n'est pas obligé d'aller faire la visite de contrôle. Si tu veux pas y aller, on n'y va pas. À partir de là, j'ai j'ai vraiment bah, je me suis détendue et tout. Je me suis dit, bon, ben, on verra. De toute façon, je la sens bouger, tout va bien. Bon, pas de problème. Et le travail s'est lancé le 6 septembre 2019, donc une bonne grosse semaine après ce qui était prévu. Et après, un face-à-face de moi-même devant le miroir la veille en disant, bon, maintenant, ça suffit les conneries, tes peurs, tu les ranges et on lance le truc, quoi. Donc, il y en a marre. Donc, le 6 au matin, sur un accès de bouderie, j'avais dit que je ne quitterais pas mon lit tant que le travail n'aurait pas commencé. Et à 8 heures, le travail a commencé. Donc, je me suis dit, dis donc, sacrée force d'esprit. Mais au final, voilà, ça s'est lancé. Et j'avais demandé à ce qu'une photographe soit là. Je voulais garder l'essence de ce moment, étant donné que nous, on part très facilement dans une bulle, dans quelque chose. Je voulais pas oublier. J'ai une très grosse peur d'oubli. J'ai perdu ma mère très jeune, je n'ai pas de photos et tout. J'avais besoin de ça, surtout que j'attendais une fille, je le savais, donc voilà. Et alors, cette photographe est venue, très très gentille. On avait parlé quelques semaines auparavant. Elle aussi, j'avais dû la rassurer sur mon choix. Et le travail commence vraiment en douceur et tout, toute la matinée. C'est plutôt régulier. Et je finis par comprendre qu'en fait, le travail ne va s'accélérer que quand mon fils sera à la sieste, en début d'après-midi. Et donc, sur les coups de 13 heures, je vais coucher mon fils. Donc, je vais, avec mes contractions et tout, il n'est pas du tout venu à l'esprit du papa de «Ah, je vais peut-être aller endormir le garçon». Donc, je suis allée endormir mon fils. Et comme pendant toute ma grossesse, le bébé, au moment où je me suis collée contre le dos de mon fils,
le bébé s'est mis contre son frère. Elle a fait ça pendant toute la grossesse. Et là, je l'ai senti faire ce mouvement une dernière fois. Et donc, j'ai endormi mon garçon. Ça a dû prendre 15 minutes, donc deux, trois grosses contractions. Et je suis redescendue. Et à partir de là, ça s'est intensifié. J'ai voulu attendre encore 1 heure avant de dire au papa d'aller remplir la baignoire d'eau. Et on est monté. Donc là, il devait être à peu près 14 heures. Et de 14 heures à, je crois, quelque chose comme 17 heures, j'ai pas du tout réussi à gérer mes contractions. Je criais beaucoup, je n'étais pas bien. Je trouvais pas de position hyper confortable et tout. Mon fils a fini par se réveiller. Il m'a rejoint dans le bain parce que pour lui, c'était rigolo, un bain et tout ça. Voilà. Euh, Donc, je l'ai laissé jouer dans le bain et je suis, moi, repartie sur mon matelas à essayer de trouver une position qui me convenait. Puis j'avais chaud, puis j'avais froid et j'étais vraiment pas bien. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je vais arrêter de me retenir parce que, on va pas se mentir, à chaque fois que la photographe était là, j'essayais de m'assurer qu'elle avait pas faim, qu'elle avait pas soif, que ça allait, que c'était confortable pour elle et tout. À un moment donné, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça. Donc, j'ai dit au papa et à la photographe, sortez. Allez-vous-en, je vous appellerai si les choses avancent, mais là, je veux être toute seule. Donc, ils sont sortis, j'ai éteint la lumière de ma salle de bain et à partir de là, je n'ai plus fait un seul son. Et à partir de là, je pense que ça a progressé très rapidement, ce qui fait que quand j'ai su que le bébé allait enfin couronner, j'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit que ça allait être le moment, la photographie est remontée. Et je sais pas ce qui est passé dans la tête de mon chéri à ce moment-là, mais il est parti réveiller notre fille, donc il était tard, il était après 22 heures, donc il était tard. Mais il est parti réveiller son fils pour lui demander s'il voulait voir le bébé naître. Mon fils, forcément, dans le gaz, il a dit non. Et donc le temps qu'il fasse tout ça, bah, il est revenu, bah, ma fille était née. Et il est tombé à genoux devant la baignoire et tout, et on voit, j'ai une photo de la photographe, on voit à quel point il a quand même eu beaucoup de pression à ce moment-là et tout, parce qu'on le voit qui se tient la nuque et on voit ce qui souffle un grand coup, en fait. Voilà. Et donc, notre fille est née là, dans une eau un peu trop fraîche à mon goût, mais elle était née, elle a beaucoup crié. Et c'est en entendant sa sœur crier que mon fils a fini par se lever pour venir rencontrer sa petite sœur. Donc, ça a été quand même un travail de 11 heures. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était quelque chose comme ça. Il y a eu un gros travail de 11 heures. Et avec le temps, je me dis qu'en fait, ça a duré autant de temps parce que justement, je n'étais pas dans ma bulle. On a déménagé, on a eu quelques aléas et tout ça. Et un troisième bébé s'est invité. On m'a répondu, j'avais fait une séance avec une énergéticienne. Et c'est devenu une amie avec le temps. Et ce jour-là, elle m'a dit, mais c'est un bébé qui a beaucoup d'humour. Et j'ai pas tout de suite compris. Bon, il s'avère que 1 mois après, je me rends compte que ça semblait être une fausse info positive, quelque chose comme ça, parce que mes règles sont revenues. Donc j'ai préféré me dire que c'était des règles tardives plutôt que de me dire que j'avais fait une fausse couche précoce. Mais le mois d'après, j'étais de nouveau enceinte. Et donc la grossesse s'est très bien passée. Et j'ai dit à mon conjoint qu'on avait prévu de déménager. Et je lui ai dit, cette fois-ci, par contre, je fais tout comme moi, je décide. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 3 rendez-vous sage-femme pour une échographie. Je vais prendre les aides qui me sont données humainement parlant. Je veux dire, j'ai cherché une doula. Et puis, je me suis aperçue que finalement, j'avais suffisamment d'amis autour de moi pour que je n'ai pas forcément besoin de doula. Puis moi, je savais ce que j'avais à faire. Et je lui ai dit, il faut qu'on déménage soit avant la naissance du bébé, soit 3 mois après la naissance du bébé. Hors de question. C'était trop tôt, et pour elle, et pour moi. Et donc, on a déménagé dans la maison là, qui n'était pas du tout rénovée ni quoi que ce soit, mais on s'y sentait plus ou moins bien. Et donc, bon, je me suis acheté une petite piscine parce que je voulais être à l'aise, pas serrée comme je l'avais été dans ma baignoire. Et puis voilà, j'ai même eu le droit à un mum blessing et tout.
chose que je me serais jamais autorisée avant et tout. Donc vraiment, je me suis chouchoutée sur cette grossesse-là. J'ai dit que voilà, mon fils m'avait fait devenir mère, ma fille m'avait fait comprendre quels étaient mes besoins. Ben, ce bébé-là, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, j'allais vraiment m'offrir tout ce que je méritais. Et le travail a mis longtemps à se mettre en route. Mon amie énergéticienne m'avait dit, tu comprendras pas tout de suite que le travail a commencé. C'est quelque chose qui va se faire lentement et tout. Et quand tu vas comprendre que le travail a commencé, il te restera très peu de temps. Donc, j'avais anticipé à peu près tout. J'avais tout installé suffisamment rapidement, enfin, suffisamment en avance pour ne pas avoir à m'inquiéter de tout. Mes paniers étaient prêts avec mon argile, avec ma teinture mère de Bourse à Pasteur. Voilà, j'avais vraiment tout préparé. C'était sur le rebord de la fenêtre. J'avais mon petit hôtel avec tout ce que j'avais eu au Mont Bless. Et j'ai attendu désespérément les jours suivants. Et j'attendais aussi énormément de cette naissance pour pouvoir dormir. Je n'avais qu'une envie, c'était de dormir, mais avec deux enfants et mon travail, ce n'était pas possible, surtout que mon conjoint travaillait beaucoup. Et j'attendais en fait qu'il ait pris son congé paternité, j'attendais sa période vraiment de congé commence. Et j'espérais désespérément que ce bébé naîtra un tout petit peu avant pour grappiller 1 ou 2 jours. Bon, malheureusement, non. Et c'est un jeudi soir, les contractions ont commencé à se présenter. Et le papa m'a dit un truc que seul un papa peut dire, je pense. C'est, est-ce que si le travail doit commencer, je ne ramènerai pas, après que les enfants soient couchés, le camion au boulot? Alors, il fallait attendre que les enfants soient endormis pour qu'il aille faire 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. Je l'ai regardé en lui disant, est-ce que t'es sérieux? Et ça m'a tellement contrariée que tout s'est stoppé. Mais ça m'avait vraiment contrariée. Genre, c'est ta faute si ça continue pas et tout. Donc, j'ai fait la gueule sur le reste de la soirée. Et le lendemain, il est rentré du boulot. Je me suis passée devant en lui faisant la gueule. Et je suis partie m'allonger. Et au bout d'1 heure, euh, il y a une grosse contraction qui démarre. Et ça coïncide au moment où je lui ai dit, on a besoin de personne, on va faire ça que tous les deux et ça sera très bien. Donc j'étais partie vraiment en mode solo. Et donc la première contraction, je l'ai reconnue. Et je me suis dit, je vais préparer tout ce que je peux préparer dans la chambre sans prévenir personne parce que j'ai pas envie de le voir. Vraiment, j'étais remontée. Et malheureusement, mon ballon de grossesse était en bas. Donc très rapidement, j'ai dû descendre. Et à partir du moment où il a compris que le travail avait commencé, et sachant qu'il avait qu'une seule mission, c'était de remplir la baignoire à une eau à 37 degrés, il est monté, il a commencé à remplir donc la piscine et il avait un thermomètre et il était hyper appliqué. Je dois lui reconnaître ça. C'est qu'avec le thermomètre, il vérifiait bien que c'était à 37. Si c'était 1 degré au-dessus ou au-dessous, il ajustait, il fallait que ce soit parfait. Et il était plus stressé que moi, je réalise, parce que mes enfants donc ont compris en nous voyant nous agiter. J'avais lu pas mal de bouquins avec eux pour les prévenir de tout ça. Ils ont compris que le bébé allait bientôt arriver. Et donc, j'avais mis la piscine juste à côté de nos lits. À ce moment-là, juste pour que ce soit plus simple pour nous, on était vraiment en cododo au maxi. Il y avait des énormes lits les uns à côté des autres. Et c'est trop mignon. Euh, donc, on avait des lits les uns à côté des autres et mes enfants étaient sur les lits qu'on avait préparés. On avait fait un lit oignon sur le nôtre pour pouvoir nettoyer facilement. On enlevait la première couche et la bâche et voilà, c'était des draps frais et tout ça. Et le papa a commencé un petit peu à s'agacer, à les jarter de la chambre. Donc, je suis allée dans les escaliers avec eux pour leur expliquer que le bébé allait naître, que papa, du coup, était un peu stressé et tout, et qu'on les appellerait le moment venu. Voilà. Une fois que que la piscine a été remplie, une fois que la baignoire a été remplie, j'ai viré tout le monde. Le papa, les enfants, j'ai jarté tout le monde de la pièce. Je savais maintenant qu'il fallait que je sois absolument toute seule. Les rideaux étaient tirés et tout, donc vraiment j'étais très très bien. J'avais juste mis une guirlande lumineuse sur mon hôtel avec toutes mes petites cartes de Mum Blessing.
Et, euh, et j'ai hurlé ma race, mais pendant ce qui m'a paru être des heures. Je n'ai rien géré, je ne trouvais aucune position, je me tournais et me retournais dans ma baignoire, c'était horrible. Euh, le papa est revenu une fois pour me rajouter de l'eau chaude. Il a essayé de me faire des points d'acupression, je l'ai très vite viré, je lui ai dit non, ça me fait pas du bien, va-t'en, je t'appellerai, mais va-t'en pour l'instant. Je l'ai senti une seconde fois derrière la porte. Je l'ai juste, j'ai cru l'apercevoir ou je l'ai senti, je sais pas et tout. J'ai juste fait un signe comme ça, l'air de dire laisse-moi tranquille. Et il est redescendu. Après, ce qui m'a semblé être des heures, j'ai appelé mon fils qui voulait voir le bébé naître et mon conjoint pour leur dire la tête va sortir. Et je ne voulais pas qu'ils rentrent dans la chambre tant que la tête n'était pas sortie. J'avais trop peur que ça fasse régresser le travail ou des choses comme ça et tout. Donc, ils sont restés derrière la porte jusqu'au moment où la tête a couronné, où je leur ai dit, là, c'est bon. En théorie, la marche arrière n'est plus possible. Donc, vous pouvez rentrer. Ils sont rentrés et mon fils s'est mis sur le lit et il n'a pas moufté. Euh, je pensais qu'il aurait été plus expansif parce que c'est lui qui m'a accompagné à mes rendez-vous sage-femme, des choses comme ça. Il était vraiment très volontaire. Mais là, sur le moment, il n'a pas voulu. J'ai pas exactement compris pourquoi. Je me suis dit que c'était peut-être parce que l'eau avait changé de couleur, qu'il y avait du sang, il y avait beaucoup de substances dans cette eau. Donc ça, c'était peut-être un peu rébarbatif pour lui. Et j'ai pas fait sortir ma fille de l'eau tout de suite. J'ai pris le temps de lui dérouler le cordon, il me semble. Alors je l'ai pas vu parce que je crois que le cordon était en bandoulière. Mais je l'ai déroulé au moins une fois, ça c'est sûr. Donc je sais pas si elle avait le cordon autour du cou, mais elle l'avait au moins en bandoulière. Donc je déroule ma fille et je lui sors juste le visage de l'eau. J'avais envie d'une naissance beaucoup plus douce que ce que sa sœur et son frère avaient eu. Donc j'ai sorti son visage de l'eau et elle a absolument pas réagi. Limite, elle dormait. Mais je me suis pas inquiétée parce que le cordon battait, il était même bien gonflé, il battait très bien et tout ça et tout. Je me suis pas inquiétée du tout. Et ma fille s'est mise à pleurer quand j'ai sorti le reste de son corps. Je pense que concrètement, elle voulait pas sortir tout de suite de l'eau, mais bon, voilà. Elle s'est mise à pleurer à ce moment-là. Et mon fils, qui avait dit pendant toute la grossesse que c'est lui qui dirait quel était le sexe du bébé, là, pareil, il n'a pas voulu parler ni quoi que ce soit. Bon. Donc, j'ai dévoilé que c'était une petite fille. Et donc, je sors de la piscine et j'étais pas spécialement bien. J'avais des tranchées vraiment très, très fortes. Et j'attendais la délivrance, en fait, pour pouvoir me relever et tout, mais j'avais besoin de bouger. Donc, j'ai vraiment attendu, en fait, que le cordon soit blanc, de m'assurer que ma fille avait récupéré son sang et tout. Et j'ai coupé parce qu'il fallait vraiment que je bouge. Et à partir du moment où j'ai pu me redresser, le placenta est sorti. Donc, la délivrance a eu lieu, mais en plusieurs fois. Et avec quand même quelques saignements. Donc, par sécurité, j'ai pris la bourse à Pasteur. Et j'ai attendu. Bon, ma foi, il n'y a rien eu de grave, hein. Je suis toujours là pour en parler et tout. Donc, tout va bien. Mais c'est vrai que le fait que le placenta sorte en deux fois et qu'il y ait pas mal de sang a inquiété mon conjoint un petit peu. Donc, je précise quand même qu'il a eu énormément confiance en moi, là où d'autres auraient pu appeler les pompiers et tout ça et tout. Vraiment, il m'a simplement demandé ce que je pensais qui se passait, si ça allait aller et s'il voulait que je fasse quelque chose. Donc, vraiment, à ce moment-là, je lui ai dit tout va bien, ça va aller, on va surveiller et c'est tout. Et ce n'est qu'après, en fait, que j'ai compris pourquoi mon fils ne parlait pas. C'est que quelques jours plus tard, mon conjoint m'a dit que mes enfants ont eu peur à un moment donné parce qu'ils avaient l'impression qu'il y avait un loup dans la maison. Et je lui ai dit, oh bah là là, l'imagination que peuvent avoir les gamins quand même, parce que j'avais pas bien l'air d'un loup, quoi, en me disant, je veux bien croire que j'ai crié, mais pas de là à me transformer en loup. Et il m'a regardé très sérieusement, il m'a dit non, mais moi je suis sortie pour engueuler les chiens qui hurlaient à la lune, et en fait ils étaient juste couchés, ils attendaient. Donc si, si, je comprends que les enfants aient bel et bien entendu un loup. Je suis, d'accord, ok. Et un petit peu plus tard, mon fils l'a verbalisé comme ça, il a dit maman, moi, j'ai eu peur et tout ça. Et donc voilà. Donc pour ma fille, je me suis changée en loup. Et puis voilà, elle, ça a été vraiment une naissance en réalité très très rapide. Parce qu'entre la première contraction que j'ai eue de l'arrivée du papa, de son travail, jusqu'à sa naissance, il s'est passé 1 heure et demie.
Et ça m'a paru extrêmement long sur le coup, vraiment. Mais voilà, 1 heure et demie, pas une déchirure. Et ma foi, je l'ai ressenti comme une grosse violence, cette naissance. Ça a été très très violent pendant 3 jours. Je ne me suis pas sentie puissante comme j'avais pu me sentir pour ma première fille et tout ça. Ce sentiment vraiment qu'il y a quelque chose de fort qui coule dans nos veines et tout. On est des lionnes. Non, non, à ce moment-là, vraiment une bonne grosse merde. Et au final, c'est 3 jours plus tard où j'ai réalisé ce que j'avais fait dans le temps imparti. Et c'est là que j'ai eu ce sentiment de puissance et cette espèce de liberté qu'on peut ressentir à chaque naissance, à chaque fois qu'on arrive nous-mêmes à le faire avec tout ce qu'on peut nous dire tout autour de négatif et tout ça. Et puis voilà. Eh ben, waouh! Je l'avais peut-être effectivement déjà entendu, mais j'ai l'impression de l'avoir redécouvert une nouvelle fois, en fait. Tout a été, D'accord, tant mieux. euh, du coup, ben, c'était en fait très bien de devoir le réenregistrer. Je trouve. Ouais, c'était peut-être même plus spontané, tu vois. Et ouais, et du coup, je me dis que ça va vraiment être super utile pour plein de femmes parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, une femme que j'accompagne se sent seule, en fait, et a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui témoignent, du coup, de C'est leur ça. impact. Et je trouve qu'on témoigne trop de choses qui vont pas et on ne témoigne pas assez des choses qui vont bien. Donc Tout merci. à fait. Mais surtout au niveau des naissances. Et puis, il y a tellement d'interventionnisme dans le monde hospitalier que très souvent, j'entends des femmes dire, mais heureusement que j'étais à l'hôpital, ils m'ont sauvé la vie. Et c'est très, très compliqué de simplement hocher la tête et l'air de dire, oui, d'accord, parce qu'on risque, il y a aussi ça, enfin, je veux dire, c'est risqué de montrer aux femmes ce qu'on leur a retiré, au risque de les faire culpabiliser et tout. C'est très, très compliqué. Et je préfère répondre quand on m'attaque, moi, sur mon choix, en me disant, mais est-ce que tu te rends compte du danger que tu as couru et tout? Et à partir de là, je peux sortir des vrais chiffres, des données, des études, tout ce qui peut exister pour montrer à ces personnes que euh, ben, c'est toi qu'on a berné, pas moi. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi je l'ai fait, et en conscience. À partir de là, peut-être que si je te donne des infos, tu vas te rendre compte à quel point tu t'es fait arnaquer et peut-être reprendre un pouvoir sur toi-même. Donc c'est compliqué de réagir avec bienveillance. De réagir avec bienveillance, non, mais de réagir avec une bienveillance vraiment vis-à-vis de la personne qui dit qu'elle a été sauvée par quelque chose qui n'a pas à intervenir sur ce sujet-là. C'est compliqué. Là, je sais que près de chez moi, il y a une licence libre qui se prépare. J'en suis super contente. Et elle est venue me voir justement pour qu'on en parle un petit peu parce qu'elle sait que moi, ma fille est née à la maison ici, là. Et elle a commencé par dire, bon, alors oui, c'était un petit peu la faute du déclenchement, mais c'était peut-être un petit peu aussi la mienne et tout. Et là, mais non, 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 déjà, arrête de culpabiliser. À partir du moment où on te déclenche, tu n'as plus voix au chapitre sur rien. Donc non, ce n'est pas ta faute. C'est la faute du protocole, c'est la faute d'avoir accepté certaines choses, mais à aucun moment dans ça, on est fautif. Même au moment où on ne prend pas assez confiance en soi pour donner une naissance libre, ce n'est pas notre faute, on n'a pas été accompagné dans ce sens. Donc voilà, ça a été super important pour moi, en fait, vraiment de faire comprendre à cette future maman que non, son premier accouchement, elle n'a rien fait de mal et son corps n'a pas failli. C'était simplement des protocoles sur protocoles. Exactement. C'est exactement ça. Mais comme tu le dis, hein, ça peut être très violent du coup pour les femmes de se rendre compte que bah, finalement, ce qui s'est passé est dû très, 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 très certainement aux interventions qui ont été pratiquées. Et que après, on ne peut pas refaire l'histoire, hein, mais c'est vrai que, encore une fois, dans le style de grossesse comme les nôtres, donc avec des utérus cicatriciels, le respect total, ça c'est dur, mais le respect total de la physiologie, il est primordial.
si on veut que cette naissance-là, et surtout si on veut éviter des ruptures utérines, des hémorragies de la délivrance, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait un respect total de la physiologie. Et en milieu hospitalier, ils ne sont pas formés du tout à ça. Pas du tout, mais au-delà de ça, ils sont pas formés donc à la physiologie, ils sont pas formés au non-interventionnisme et ni à détecter à quel moment une maman a besoin d'une parole réconfortante plutôt que stressante. Euh, je me souviens que lorsque j'étais à l'hôpital pour mon fils, euh, au début, on m'a complètement abandonnée. J'étais dans une salle et j'étais livrée à moi-même et tout ce qui m'allait en soi très bien. J'étais très, très contente de ne pas avoir affaire à du personnel hospitalier. Mais en parallèle, j'aurais eu besoin que quelqu'un vienne me dire, on vous laisse tranquille. Si vous voulez fermer les volets, fermez les volets. Si vous voulez aller dans un endroit avec une douche, parce que la baignoire elle est jamais disponible, j'ai l'impression, dans les hôpitaux, la baignoire physiologique et tout ça. À un moment donné, j'ai réclamé une douche. J'aurais bien voulu avoir cette information sans avoir besoin d'intervenir, d'avoir une interaction vraiment avec des gens que je ne connaissais pas à ce moment-là. J'étais restée pendant 1 heure enfermée dans cette toute petite douche. C'était le noir complet. Et c'est le seul endroit sur toute la journée où je n'ai pas eu mal entre les contractions, où je vivais des contractions et c'était tout. Et ensuite de ça, quand la péridurale a commencé, ben, c'était des touchés vaginaux, c'était des visites incessantes, c'était de la pression aussi, mais le travail avance, oui, c'est bon, ça avance, bon, il va falloir faire ceci, cela. On n'est plus maître de soi, on n'est plus maître du lieu, on l'a jamais été d'ailleurs, mais voilà, on est pris dans les protocoles et la violence du personnel entre le changement de service, c'est-à-dire que pendant toute la journée, on voit du monde, et d'un seul coup, paf, c'est des nouvelles têtes qui apparaissent, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé et tout. C'est hyper violent. Tout ce qui entoure la naissance en hôpital est violent, je trouve. Et je me souviendrai toujours, après la naissance, j'ai dû demander à avoir mon fils en peau à peau. Je me disais que la couveuse, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Je demandais à avoir mon fils en peau à peau. Et j'ai eu l'impression, moi, que ça a duré très peu de temps. Pendant qu'ils étaient en train de me recoudre, j'expliquais à l'infirmière, donc j'avais envoyé mon conjoint avec le bébé. Je voulais pas que le bébé reste tout seul. Et moi, j'arrêtais pas de dire à l'infirmière, mais je veux qu'on me le mette en peau à peau le plus tôt possible et tout. Vraiment, je veux qu'on me le mette en peau à peau. Et on m'a répondu, non, parce que la couveuse, elle ne chauffe qu'à 36, donc il va falloir qu'il reste au moins 2 heures dedans pour être sûr qu'il soit pas en hypothermie. Ça, ce à quoi j'avais répondu, mais moi, je suis à 37 en fait. Donnez-moi mon bébé, je vais le réchauffer, il n'y a pas de problème et tout. Et il me semblait que l'échange avait duré, si ce n'est 10 minutes, 20 minutes. Je pensais que ça avait duré 20 minutes. Quand je suis arrivée en salle de réveil, j'ai réalisé que ça faisait 1 heure et demie que je parlais. J'ai dû les harceler. Je pense qu'avec l'anesthésie et tout, j'ai dû radoter un bon moment. Et ils m'ont emmené mon bébé en boîte. Et quand je l'ai vu derrière cette boîte, j'ai encore demandé mon bébé en peau à peau. On a encore refusé. Et là, j'ai demandé d'un air suppliant, laissez-moi au moins lui faire la tétée de bienvenue. Juste la tétée de bienvenue. Ils ont fini par céder avec ah oui, d'accord, mais on lui laisse le thermomètre ventral et vu qu'il va perdre au moins un demi-degré, on le remettra à la couveuse pendant 2 heures. J'espère que vous en êtes consciente et tout. Je fais oui, oui, d'accord, donnez-le-moi. J'ai pris mon bébé contre moi. J'avais en plus un truc soufflant à mes pieds qui balançait de l'air chaud et tout, donc je m'inquiétais absolument pas. J'ai pris mon bébé, je l'ai fait téter. Et au bout de 10 minutes, il y a une personne qui est venue et qui s'est exclamée vraiment surprise, une surprise sincère. Oh, ben dis donc, il est monté à 38,5. Et oui, oui, il est contre moi. Bien sûr qu'il va monter en température. Mais à quel moment est-ce que c'est plus logique de mettre un bébé tout nu, tout seul, dans une couveuse qui souffle même pas un air suffisamment chaud pour le réchauffer, par rapport à la mère qui est à 38 degrés? Quel est ce phénomène? Comment c'est possible que les gens soient aussi peu informés là-dedans? Et donc, à partir de là, j'ai pu garder mon enfant contre moi. Mais ça a été aussi un combat pour pouvoir l'allaiter sans interventionnisme, sans qu'on me dise que je n'avais pas assez de lait. Je veux dire, l'allaitement, on est venu me dire que je n'avais pas assez de lait. Et c'est là que je réalise à quel point j'étais fatiguée parce que
je sais pas, c'était une puéricultrice ou quelque chose. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose de très condescendant, qui m'a dit que je n'aurais pas assez de lait et qui a demandé à vérifier ma poitrine. Et crevée comme je l'étais, et je l'ai accepté. J'ai accepté qu'une inconnue me touche les seins. C'était surréaliste. Et par chance pour moi, elle s'en est pris plein les mains parce que je faisais du lait depuis un bon moment. Donc, même si ça faisait pas 24 heures que mon bébé était né, elle s'en est pris plein les mains. Elle m'a foutu la paix sur ce terrain-là après. Il y a pas eu de problème avec ça. Mais on m'a beaucoup mis la pression parce que mon bébé, c'est 4,6 kg quand il est né. Donc, il fallait lui faire apparemment des tests de glycémie, des dextro, des choses comme ça. Donc, c'était des venues dans la chambre incessantes. C'était à chaque fois des piqûres sur le talon. C'est quelque chose que je trouve assez violent aussi. Donc, vraiment, tout ce qui a entouré cette naissance était super violent. Et du coup, quand moi, j'ai demandé au bout de 24 heures, c'est-à-dire à 22 heures, l'heure normale pour sortir d'un hôpital, quand j'ai demandé à sortir de l'hôpital à cette heure-là, entre le fait que j'ai eu une césarienne et que mon bébé était macrosome et les tests de glycémie et les protocoles et tout ça, on m'a mis une pression de dingue. On a menacé, on m'a dit que mon bébé allait mourir, que si je partais maintenant, il allait faire une crise d'hypoglycémie. Comment c'était possible? Mon allaitement était en place. Mais que non, non, il allait faire une crise d'hypoglycémie, c'est sûr qu'il allait convulser, que j'aurais pas le temps de revenir et qu'il allait mourir. Des choses comme ça. On m'a dit aussi que ma sage-femme libérale qui était prévue pour venir faire les soins à la maison, ce qui était complètement... Et il y a quand même eu la menace de la police. C'est si vous partez maintenant, j'appelle la police. Et c'est ce qui m'a fait rester 12 heures de plus, de peur en fait qu'il y ait un signalement aux services sociaux parce que c'est aussi un risque, malheureusement, dans les naissances libres. Et puis, même dans les naissances à l'hôpital. On va pas se mentir, il y a des familles qui sont signalées à l'hôpital pour X ou Y raison, je ne sais même pas lesquelles, mais jamais vraiment quelque chose de bien légitime. Et, euh, du coup, je suis restée 12 heures de plus. Et en fait, après être partie, il faut savoir que mon bébé est né en mai. Il faisait très très chaud. Je n'ai pas pu me nourrir comme je le voulais parce qu'il faisait trop chaud. Je n'arrivais pas à dormir comme je le voulais. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai englouti plusieurs sandwichs et j'ai dormi après une bonne partie de la journée. Par chance, mon bébé était un bébé qui dormait très très bien. Et en fait, une semaine après, la sage-femme n'arrivait pas à faire le test de Guthrie. On n'arrêtait pas de me dire à quel point ce test était important. Donc, je suis retournée dans cet hôpital pour aller faire le test de Guthrie. Et il y avait ce même cadre pédiatre qui m'avait menacé d'appeler la police, qui m'a vu revenir avec mon bébé et qui a eu un air triomphant au possible, en mode je savais qu'il y aurait un problème. Et il s'est approché de nous pour nous demander alors qu'est-ce qui se passe? Et nous, on était bien, on était reposés. Le bébé, il prenait 120 grammes par jour et tout. Je l'ai regardé, je fais bah rien, on vient juste faire le test et tout. Ah là là, il va super bien, il prend 120 grammes. Mais moi, j'avais absolument pas conscience que le mec, il était en train de perdre son sourire parce qu'il y avait un bébé en bonne santé en face de lui. Et c'est quand j'ai réalisé ça, en fait, que je me suis rendu compte à quel point l'univers hospitalier et ses protocoles étaient violents. Il faut remplir des quotas et il faut soumettre. Avant tout, il faut soumettre à ces quotas, à ces protocoles. Parce que sinon, il y a moins d'entrée d'argent, il y a moins de procédures, et puis c'est pas bon pour les dossiers. La personne, elle a occupé un petit peu moins la chambre que prévu, des choses comme ça. C'était pas un soignant, ce monsieur, c'était un cadre. Il était là pour faire rentrer de la thune. Et à partir de là, me voir opposer ce monsieur qui n'arrivait pas à se réjouir d'un bébé en bonne santé né dans son hôpital m'a profondément choquée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu ensuite remettre les pieds dans l'hôpital et qui a fini en fait de me vacciner vraiment contre cette espèce de comment on dit instrumentalisation de la naissance. Vraiment, ça peut pas forcément. Enfin, heureusement, il y a des naissances qui se passent bien, mais je trouve triste que les femmes pensent que c'est indispensable d'être là-bas, que c'est pour leur sauver la vie. Je ne sais pas si on réalise à quel point l'hôpital est dangereux pour les naissances. Entre les instrumentalisations et tout, et ne serait-ce qu'au niveau juste du début de vie, avec les cervicales qui peuvent être en miettes et tout, je me demande sincèrement, en fait. C'est vrai que voilà, il y a des cas où effectivement la médecine est nécessaire, mais voilà, ces cas sont quand même extrêmement, extrêmement rares. Et c'est là que
Ils auraient besoin d'avoir justement tout leur temps et tous leurs moyens pour ça, au lieu Tout à fait. de cadencer Tout les à vies. fait. C'est ça. Alors, en soi, je suis d'accord. Pour certaines naissances, elle est nécessaire. Et c'est en ça que peut-être la deuxième échographie serait utile. Je trouve que la première est faite trop tôt. J'en comprends pas bien le principe. La dernière, en soi, bon, d'accord. Mais la deuxième échographie aurait cette utilité-là, effectivement. Et encore que, au fil des naissances, ici, on s'est dit que, de toute façon, je trouve que pour une naissance libre, c'est une pensée à avoir qui est que ça peut euh, pas bien se passer. Il peut y avoir un truc qui fait que même à la maison, ça se passe mal. Et à partir de là, avec les déserts médicaux qui sont en train de nous mettre partout en France, il faut accepter aussi l'idée que peut-être que notre bébé ne survivra pas forcément. Et donc là se posent les questions, quelles sont les naissances euh, traumatiques, problématiques ou morbides qui surviennent, qui ont réellement été évitées à l'hôpital? Tu vois, j'arrête pas de me poser cette question. Est-ce que les mauvaises naissances, pas les mauvaises naissances, c'est péjoratif comme terme, mais est-ce que les naissances morbides, les naissances où ça ne se termine pas bien, est-ce qu'elles sont vraiment empêchées à l'hôpital aussi? Parce que de mémoire, tout ce que j'ai pu lire d'hémorragie à la délivrance, si ce n'est une ablation de l'utérus complet très rapidement, qui fonctionne que dans de rares cas, est-ce que vraiment il y a des naissances comme ça qui se terminent bien? On voit parfois des bébés morts. À ce moment-là, il y en a qui préfèrent que ça se passe à l'hôpital. Ça met la faute sur quelque chose. Ces gens-là ont besoin que la faute soit mise sur quelque chose. Donc c'est la faute de l'hôpital, mais c'est pas la leur. Ce n'est pas leur faute. Et ce n'est pas la faute d'une personne en particulier, c'est l'hôpital, ce qu'il représente. Et je trouve ça aussi très, très violent. C'est refuser une partie de la vie, c'est refuser une partie d'émotions incroyables parce que, et j'ai de la chance, je parle en grande ignorante que je suis parce que j'ai pas perdu de bébé, hein, mais euh, je me dis que la mort faisant partie de la vie, ça génère des émotions qui vont avec et dont on se prive en les niant comme ça. En les niant comme ça, je me dis qu'on se prive de beaucoup de choses très, très importantes, même dans la négativité, en fait. Ouais, là encore une fois, je suis d'accord avec toi et du coup, c'est important que tu le dises parce que beaucoup de gens pensent que les personnes qui décident de donner naissance librement le font sur un coup de tête et que ben, si ça se passe mal, ils ne seront pas capables de gérer quoi que ce soit. Alors que, ben, si. Après, c'est la difficulté de la gestion d'un deuil périnatal après un ANA, il n'est pas inhérent aux parents, il est inhérent à ce qui se passe à l'extérieur. Il est inhérent au fait qu'ils ils vont être catalogués comme des mauvais parents, qu'il va y avoir les services sociaux, qu'il va y avoir une enquête, qu'il va y avoir autopsie, qu'il va y avoir signalement, qu'il va y avoir toutes ces choses-là qui sont en plus du deuil d'une violence inouïe. Et là, je voudrais vraiment lancer un gros câlin à toutes ces femmes qui le vivent en ce moment, ou qui l'ont vécu, ou qui malheureusement risquent de le vivre, parce que c'est C'est injuste. horrible. C'est pas. C'est injuste, mais ces personnes-là sont criminalisées. C'est assez aberrant, surtout quand on peut imaginer. Dans mon cas, ce n'est que de l'imagination. Quand on peut imaginer le trou béant que ça fait de se retrouver criminalisé par des institutions qui ne voient en nous que des chiffres, voilà, ils ne voient pas l'humain qui est là, et ça va être des interventions sur l'intervention. Et avec un petit peu de chance, ces parents-là, ils ont déjà des enfants, on va pouvoir leur retirer. Comme ça va apporter du fric à d'autres institutions et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement violent. Mais je le vois aussi sur des naissances qui se passent bien, dans le sens où moi, ma première fille, on a refusé que je la déclare à la mairie parce que je n'avais pas d'attestation médicale qui disait qu'elle était viable. Et rien que ce terme, je l'ai trouvé extrêmement violent. En plus de ça, elle était dans le couffin juste à côté de moi. Je lui disais, mais voyez bien qu'elle est vivante. Mais c'était d'autant plus violent que même un bébé mort, on va aller le déclarer. Et c'est en ça que je trouve injuste ce que vivent ces parents-là. C'est que
ils font un suivi de grossesse, ils font un projet, ils cachent pas une grossesse, ils vont pas cacher un bébé qu'ils vont aller enterrer au fond du jardin. Ils vont aller le déclarer, ce bébé, c'est leur bébé. Voilà, il existe. Il a une légitimité et il existe. Et, et ces gens-là, on va les criminaliser alors qu'il est évident que ceux qui comptaient se débarrasser du bébé, qui comptaient maltraiter ce bébé et tout, n'auraient rien dit, mais absolument rien. Alors, on en voit très très peu d'histoires sordides de ce genre, mais il y en a quelques-unes. Mais ces personnes-là ont rarement eu un projet. C'était quelque chose qu'elles ne voulaient pas à la base, et voilà. Donc, c'est extrêmement violent. Moi, je pense aussi beaucoup à toutes ces mamans qui ont très très peur d'asseoir leur enfin, qui ont très très peur d'asseoir leur souveraineté. Ah, j'y arrive pas. Excuse-moi. Euh, de peur d'être signalées. J'ai vu de nombreuses mamans qui voulaient une naissance libre et qui ont eu très très peur de se voir retirer leur bébé parce que il y a eu, c'est l'année dernière, il y en a eu une, et l'année d'avant, il y en a eu encore une. Je veux dire, c'est le cas d'une naissance par, on va dire, 3 ou 4 naissances par an qui sont sujets aux services sociaux à qui on enlève tout de suite leurs enfants. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils n'en avaient pas le droit. Et au-delà de ne pas en avoir le droit, ils le font aussi impunément quand ils voient une faiblesse en face. Et quoi de plus vulnérable qu'une maman qui vient de donner naissance? Comment on est censé se battre contre ces institutions quand elles viennent chez nous, qu'elles nous menacent et qu'en nous voyant un petit peu nous asseoir et trembler un petit peu, elles se disent c'est bon, on peut y aller. Parce que c'est réellement ça qui se passe. Si on arrive à rester droit et ferme devant eux, qu'on ne s'écrase pas et tout, ils ont très très peu de possibilités de nous retirer nos gamins comme ça. Et je te parle de ça en étant, moi, en ce moment, désobéissante civile, avec le risque qu'on vienne me prendre mes gamins. Mais une mère qui vient, je me souviendrai toujours quand, pour ma première fille, cette mairie qui refusait sans attestation médicale, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir un médecin, mais dans cette région, je n'avais pas de médecin. Donc, quand je suis arrivée comme une fleur devant un toubib qui ne me connaissait pas, en lui disant bonjour, ma fille est née à la maison, il me faut un certificat disant qu'elle est née. Le mec, il m'a regardé en me disant mais je vous connais pas, je sais pas d'où vous êtes, je sais même pas si c'est votre fille et tout. Non, non, moi ça va pas, je vais appeler l'ordre des médecins, je vais appeler. Là, j'ai eu un petit peu besoin de m'asseoir parce que je me suis dit ça y est, c'est foutu. Là, ils vont me signaler, il va se passer des choses très très graves. Par chance, il était 6 heures du matin. L'ordre du médecin n'est pas ouvert à cette heure-ci. Donc, il a pu ausculter ma gamine et j'ai pu lui montrer que je savais ce que je faisais, que je n'étais pas une folle, que je n'étais pas une inconsciente, que oui, non, ce n'est pas une infection, c'est le cordon qui est blanc. Oui, 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 l'acné, c'est l'acné du nourrisson, je sais que ça va partir. J'ai commencé à lui montrer toutes les connaissances que j'avais. J'ai pas arrêté de parler pendant une demi-heure. Je lui ai parlé de délivrance, je lui ai parlé de travail, je lui ai parlé vraiment de tout ce qu'il fallait pour lui montrer que je savais exactement ce que je faisais pour m'assurer euh, qu'il soit rassuré en fait et qu'il ne fasse rien contre ma famille. Ça a fonctionné. Il m'a fait ce certificat et j'ai pu déclarer ma fille. Mais je me souviendrai toujours de cet immense stress face à une personne qui a une certaine autorité. Moi, je vois les gens qui ont peur de s'opposer au médecin parce que c'est son métier, il a fait des études, il représente une autorité, on a peur d'aller à l'encontre d'eux. Mais pour avoir donné 2 fois naissance librement à la maison, je m'aperçois que les femmes qui donnent naissance librement à la maison sont souvent bien plus documentées et informées que la plupart des soignants. Oui, il y a encore beaucoup de boulot, hein. Il y a encore beaucoup de boulot, mais il faut continuer à en parler, il faut continuer à donner de Je sais l'information. pas, je sais pas si, je sais pas exactement comment ça va évoluer. Je vois dans mon entourage des gens qui veulent le déclenchement, qui veulent la péridurale parce que c'est difficile. La grossesse est difficile parce qu'elles sont peut-être pas assez entourées ou parce qu'elles sont pas. J'ai une connaissance là qui effectivement souhaite que ça se termine
parce qu'elle est fatiguée, parce que avant d'être enceinte, elle était passée par une dépression et tout, et que je sais pas, peut-être que c'est trop d'inconnu et qu'elle a personne à qui parler. J'ai essayé de me tenir disponible pour elle, mais elle m'écrit très peu. Je suppose qu'elle ne veut pas non plus me déranger ou des choses comme ça, donc c'est très très compliqué. Et cette personne-là veut un déclenchement. Alors j'essaye de lui faire comprendre qu'elle a tout en elle et que même si c'est long, il faut tenir bon, que ça va bien se passer, qu'elle va y arriver. Je n'ai pas le contrôle là-dessus et je ne le veux pas. Mais je sais que pour certaines, c'est plus confortable. Il y en a qui se disent qu'au moins, grâce à la péridurale, eh bien, on ne souffre pas. Et, euh, et je suis triste pour ces personnes qui ne verront jamais la puissance et le shoot d'hormones que ça provoque une naissance libre. Je veux dire, c'est une réelle drogue. C'est, c'est triste de se dire qu'il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de ça, de cette richesse-là. Oui, on a de la chance d'être dans un pays avec un bon système de santé. Enfin, quoique maintenant, plus ça va et plus le système de santé parabolo. Mais il y en a beaucoup qui disent oui, mais vous vous rendez compte, en Afrique, ils n'ont pas d'hôpitaux. Mais en Afrique, ils vont très bien. Ils savent comment donner naissance. Eux, ils n'ont pas besoin qu'un médecin vienne les menacer, de leur percer la poche des os ou que sais-je. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Et en fait, c'est ce qui m'horripile aussi, c'est de comparer ce qui est non comparable, tu sais. De justement d'essayer de nuancer entre cette femme-là qui est en Afrique, qui n'a pas d'eau potable, qui peut pas aller dans un dispensaire et des choses comme ça. Toi, tu as un hôpital là avec la péridurale, l'ocytocine de synthèse et tout ça et tout, et t'en profites pas, quoi. Comme si le fait qu'on ait accès à la technologie et à la médecine, on devrait se couper de tout ce qui fait de nous des êtres vivants, des mammifères. On est des mammifères, on est fait pour ça. Ça fait des millions d'années qu'on fait ça. Ça va aller, ça va aller, on a tout en nous. Et je crois qu'il n'y a pas de phrase plus juste que ça. Il y a sur sur un de mes panneaux de Mom Blessing, il y avait une copine qui avait écrit les vagues ne sont pas plus fortes que moi, je suis les vagues. Et sur le moment, je me suis dit, ouais, bon, c'est mignonné et tout, mais c'est une réalité. C'est notre corps qui crée ces vagues. C'est nous, on est comme ça. Et ma foi, de temps en temps, j'essaye de sensibiliser une personne ou deux en disant, oui, mais essaye quand même de regarder. Juste, par exemple, le document Faut pas pousser de Nina Nanar ou des documentaires comme ça, ou de lire les livres de Michel Audin. Essaye juste de visualiser une autre possibilité. Essaye de visualiser qu'en plein travail, si on te laisse tranquille, tu ne vas pas hurler de douleur comme on te montre dans les films. Que peut-être tu vas juste être bien, peut-être même qu'avec beaucoup de chance, tu auras un orgasme. Enfin, essaye de voir ça comme des possibilités de bonheur en plus. Et moi, je vais t'avouer, hein, heureusement que mon conjoint et moi, on a décidé de faire une intervention parce que sinon, j'étais sûre qu'on avait un quatrième en route. C'est une réelle drogue, tu vois, même si, honnêtement, hein, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, pendant 3 jours, je me suis sentie comme une mère monumentale. J'étais au bout de ma vie. Je me traînais dans la maison en me disant, mais je suis nulle, mais c'était tellement violent. Mais j'ai vraiment vécu ça, 7 heures et demie, comme une énorme violence et tout. Ben, un mois plus tard, j'étais prête à recommencer parce que c'est fantastique. C'est fantastique. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais bon, après, comme on dit, il faut aussi s'occuper du bébé qui va avec. C'est exactement ça, tu vois, c'est ce qui m'a retenu. C'est ça, c'est ça. Moi, je me dis, ah, volontiers, pourquoi pas, pour aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé à faire, j'irai, je le ferai bien encore. Mais voilà, après, c'est un cinquième, c'est pas pareil, quoi. Donc bon, C'est ça. Mais là, en plus, on fait l'instruction en famille et j'ai mon travail. 3, c'est ma limite. ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. L'instruction en famille, on y est aussi. Et du coup, je comprends, ouais, clairement. Bah écoute, merci beaucoup pour ton passage et pour toute cette discussion après. C'était vraiment très chouette. Avec plaisir. Merci et bon week-end aussi. Ouais, toi aussi, salut. Salut.